Je vous présente ici M. Denain. M. Denain. Réparation de chaises en tout genre. Réparation de chaises en tout genre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font du paillage, du canage, de la tapisserie de fauteuil. Voilà. Que ce soit du velours ou autre tissu ou du simili-cuir, on s'en fout. Ils font du chevillage, du recollage et du remplacement de sangles et de ressorts. Alors déballage sur vos marchés, magasins et foires, ils font les marchés. Et donc, ils s'occupent de tout ça. Bon, vous pouvez demander des conseils, avoir une estimation et faire un devis gratuit. Le déplacement apparemment serait gratuit alors qu'il vient de France. De toute façon, il fait les foires et les marchés, donc regardez s'il passe pas dans votre région avant de faire un devis. Voilà. Et son numéro de téléphone est le 00, c'est bien sûr nord de la France, 33 634 01 50 77. Donc il fait dans le paillage, la paille, hein, le canage, la tapisserie de fauteuil, le chevillage, le recollage et le remplacement de sangles et de ressorts de lit. Il n'y a pas de lit, hein, bon. Mais en tout cas, les fauteuils, il peut avoir des sangles et des ressorts. Hein. Les anciens systèmes de sangles et de ressorts étaient très bien faits. Très bien faits. On voit que c'est des systèmes, je veux dire, de ressorts. C'est un travail de... Bon, contrairement à ce qui est fait maintenant, qui vient de certains pays, bon, ça n'a aucune mesure de comparaison. Parce que vous allez me dire, c'est un travail d'horloger ce qu'il faisait avec ses ressorts. Hein. Bon, vous pouvez constater le travail que c'était, c'est un travail de saut. Voilà, c'était de l'art on va dire ça comme ça, c'était une forme d'art. Simplement, maintenant, il fallait de temps en temps nettoyer parce que ça prend la poussière et c'est pas bon de respirer. Je veux dire, ce qui se trouve en dessous de ces... l'idéal, un bon entretien, comme tout entretien, ben, un bon entretien, on ouvre, mais il faut demander justement des estimations et de faire des devis gratuits par rapport à justement une personne comme ça qui s'occupe de faire des entretiens de ces fauteuils, de ces lits et de tout ce que vous voulez, de ces meubles qui contiennent, je veux dire, voilà, des chevilles qui sont collées, qui sont agrafées et qui contiennent des mousses qui doivent être nettoyées. Bon, voilà. S'il y a des mousses qui doivent être nettoyées à l'intérieur de chaises en velours, voilà, etc. Mais c'est son travail. Lui, il s'occupe de ça. Il s'occupe de ça. Donc il rénove, il fait une estimation, il fait un devis, et voilà, il vient vous enlever la marchandise, il vous l'entretient, il vous la répare, et il vous la livre et gratuitement. Et en plus de ça, le déplacement est gratuit. Voilà, donc il vous donne un numéro de téléphone, c'est son travail. Bon, et il prend, je veux dire, la peine voilà, de conseiller gratuitement et de faire une estimation avec un devis gratuit. Donc tout est gratuit, donc il est dans, on va dire, on est dans le minimum du minimum. Hein. On est dans le minimum du minimum. Il vient gratuitement, il fait un devis gratuitement, il vous donne des conseils gratuitement, et le déplacement il est gratuit. Il fait l'enlèvement et la livraison gratuitement. Bon, je veux dire, qu'est-ce qui, je veux dire, c'est un service qui est, je veux dire, on va dire garanti euh, avec du minimum, parce que normalement tout est payant. Hein. Un conseil, les conseils, bon, c'est gratuit les conseils peut-être, mais à force d'aller faire conseiller toujours avec la même personne, bon, la personne va vous envoyer à la mine, hein, parce que pourquoi? Parce que il y a des personnes qui viennent demander des conseils pour leur faire eux-mêmes. Hein. À ce moment-là, bon, ça n'intéresse pas le client de conseiller, parce que si c'est pour que l'autre personne prenne son travail, rien qu'elle vienne faire des cours, prendre des cours, je veux dire, et prendre je veux dire, toutes les astuces, les trucs et les astuces, et puis le faire par lui-même, ben le type là, il gagnerait. Hein. Ses conseils ils sont gratuits, mais c'est pas pour que les autres le fassent. Hein. Il donne des conseils pour savoir si, bon, les meilleurs des conseils, c'est de savoir si les pièces sont possibles d'être arrangées, si oui, sinon, voilà, c'est ça les conseils. Il ne doit pas donner plus de conseils que ça, parce qu'il il va pas faire une formation à une personne qui va le faire lui-même, hein, qui va finir par le faire lui-même, et lui, il n'aura rien gagné, il aura perdu son temps. Voilà. Alors, bon, l'estimation, c'est lui qui fait l'estimation, il regarde le travail, comme il s'y connaît, bon, il sait bien combien de temps, l'ordre du temps qu'il faudra
faire, quelles sont les marchandises qu'il voudra peut-être commander, et s'il y a des marchandises à commander, il va les commander, enfin il va le mettre dans le devis. Donc il va mettre les heures de main d'œuvre et bon, la marchandise pour laquelle il l'a utilisé, bon, peut-être il va introduire là-dedans toutes ces, et il va sûrement introduire toutes ces charges parce qu'il doit payer des charges. Hein. S'il doit consommer de l'électricité, s'il doit payer l'État, s'il doit payer voilà, toutes les charges possibles imaginables, bon, il doit les incorporer bien sûr dans ses heures de travail. Fatalement, ça se comprend. Hein. Je veux dire, il ne travaille pas gratuitement et il a une part à donner, je veux dire à l'État et je veux dire à diverses charges comme l'électricité. Bon, il doit voilà, il va avoir des charges. Donc ces charges-là, il faut les payer, il faut les incorporer, je veux dire dans le devis, dans le devis. Ben, il doit être raisonné et raisonnable, bien sûr, mais pour que, je veux dire, bien sûr, la personne puisse... maintenant, il va peut-être trouver un... Tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas les mêmes avoirs. Ça veut dire que il y a des personnes qui sont plus riches que d'autres. Et certaines personnes bon, ne compteront pas alors que d'autres vont compter. Hein. Et bon, maintenant, peut-être qu'il va faire un devis sur mesure en fonction de celui qui compte. Hein. Maintenant, il y a des riches aussi qui comptent. Hein. On ne sait pas pourquoi ils comptent, mais bon, s'ils ont les moyens, ils ont les moyens. Je vois pas pourquoi ils devraient compter leurs petits sous pour faire un arrangement minimum, parce que quand il faut payer. Hein. Le gars, il a travaillé, il faut lui payer, et c'est comme ça. C'est comme ça, et voilà. D'autant plus que bon, c'est pas n'importe qui fait du paillage, canage, tapisserie de fauteuil. Voilà, quand vous vous retrouvez avec un vieux fauteuil des années 1900, mais peut-être même 1800, hein, ça peut être voilà, des œuvres d'art, enfin des œuvres anciennes, pas forcément d'art, parce que tout ce qui est ancien n'est pas forcément art, mais on peut avoir des anciennes pièces, et ces pièces-là peuvent être traitées par cette personne-là qui va la rénover et la vendre, je veux dire, qui peut être vendue, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, elle peut être vendue voilà, dans un salon d'expertise d'antiquaire. Salon d'expertise antiquaire. Voilà, parce que je veux dire, bon, maintenant, on fait de moins en moins de lits avec des ressorts, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Attends, les gens essaient de payer au moins cher, mais ils veulent au moins cher, mais on fait en sorte que ce soit fait au moins cher. C'est-à-dire que, regardez une literie de maintenant, on n'a plus rien à voir avec les literies d'avant. Parce que, je vous dis, les literies d'avant, c'était de l'horlogerie. Hein. De la véritable horlogerie, il passait du temps énorme et c'était très bien fait. On considère chaque fois les temps anciens comme étant des temps bon, qui ne sont fatalement pas modernes, parce que les temps modernes c'est maintenant, mais on considère les temps anciens comme des... Bon, je pourrais me croire que les temps anciens, je peux vous montrer des choses, des temps anciens qui sont fabuleuses, qui sont encore plus fabuleuses que maintenant. Hein. Plus fabuleuses. Les capacités des artisans de l'époque ne sont plus ceux de maintenant. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on va à la va-vite, on veut que tout aille vite, que tout coûte moins cher en allant vite. Et donc, qui dit travail rapide et qui dit travail moins coûteux, dit travail de moindre effort. Alors qu'avant, le travail était un travail, je veux dire, ardu. Les artisans faisaient des travaux ardus. Chaque artisan, il y avait les ferronneries, les métiers qui faisaient des ferronneries. D'ailleurs, je peux vous montrer ça. Voilà. Les métiers oubliés ici de la ville à campagne. Voilà, on trouvait des marchands fabricants de dominoterie, dominotier, le domanier, le détacheur, ouvrier chargé d'ôter les tâches des habits, je sais pas si on voit, voilà. Il y avait des détacheurs, vous aviez une tâche, vous allez chez le détacheur. Voilà. Le détailleur, épicier aux marchands de denrées alimentaires qui vont au détail, c'était le détailleur, ouais. Le détricheur, ouvrier chargé de démêler les laines et les séparer par catégorie avant qu'elles soient peignées. Le dévaleur, transporteur de produits liquides, voilà. Démêleur, ouvrier chargé de démêler les fils de laine. Démascleur, ouvrier chargé de retirer le premier liège sur un chien liège mâle ou vierge.
Voilà, le conduchier, hôtelier dans certaines régions de France, conduiseur, ouvrier qui conduit le bassicot dans une ardoisière. Vous voyez que c'est, voilà, le chaperonnier, ouvrier qui fabriquait les chaperons. Le chaperon, c'était un morceau de cuir dont on couvre les têtes des oiseaux de l'heure au repos. Il y avait le charbonnier, celle qui fait où vend le charbon. Il y avait le charbonnier. Hein. Voilà, il y avait le cartier, fabricant de jeux de cartes et de jeux de tarot. Ouais. Il y avait le burassier, fabricant de buras, buratine, étoffe de laine pure plus forte que les tamines à voile qui se confectionnent surtout dans le Languedoc et le Vaugan. Bousilleur, ouvrier maçon spécialisé dans le bousillage. Bousillage, action qui consistait à élever des constructions légères comme des murs d'extérieur, par exemple, avec de la boue et de la paille hachée. Bon, un bousilleur, maintenant, c'est quelqu'un qui casse. Voilà, bousilleur. Et avant, c'était le bousilleur, maintenant, il y a le bousilleur qui casse. Voilà, et on trouve tous des outils d'antan, hein, les outils du bourrelier ici, la laine à coudre, la laine de bridier, la passe-corde, les ciseaux, le pied droit, le serre-attache, le campasse, la pince plate et la tenaille à dents, le tire-bourre, le rembourroir, l'emporte-pièce à découper le cuir, couteau à pied, voilà, le marteau pour découper, le formoir. Ben voilà, tout ça, c'est ces artisans qui avaient ça. Bon, ici, on voit, ici, qu'est-ce qu'on avait ici? Ça, c'était le botteleur. Dans les forges ouvriers occupés au bottelage, non, ça c'est encore. Le boucher, homme qui tue les bestiaux, les débite et vend leur chair crue. Bon, qu'est-ce qu'il avait? Il avait la feuille tendre qui est ici, 2, le hachoir ici, 3, le couperet, voilà, 4, le 4 il est ici, c'est le couteau à détailler, 5 c'est la scie, à hausse bien sûr, 6 croix à crochet, 7 fusil à aiguiser, 8 la longe au croc. Et bon, voilà, le boucher, c'est pas mal. Ouais, mais maintenant il a encore des autres outils, hein. Je peux vous donner des autres outils de boucher. Moi, c'est un apiculteur rempli de éleveurs d'abeilles, il a plein d'abeilles sur lui. Voilà. Bon, c'est pour ça, je vous montre quelques métiers, chalutier, marin, pêchant au chalut. Voilà, le filetier, fabricant de filets pour la pêche ou la chasse. Voilà. Le filateur, directeur d'une filature, usine dans laquelle on fabrique du fil pour étoffe. Garde-meuble, officier préposé à la garde des meubles du roi. Voilà. Le lieutenant, personne placée immédiatement sous un chef qui peut en assurer le remplacement. Marquinier, tisserand, travaillant à la batiste. La batiste. Le batiste était une toile de lin très fine et très serrée, utilisant en lingerie. Meulier, ouvrier qui façonne les meules. Les meules. Je m'excuse. Voilà, il y a ainsi sabatier, nom donné dans certaines régions de France au savetier. Le sableur, ouvrier qui fabriquait des moules en sable pour les fonderies. Sablerie, atelier du sableur. Seigneur, homme chargé de saigner les animaux et notamment les porcs. Et saigner, c'était vider les animaux de leur sang en ouvrant une veine de manière à provoquer la mort par effusion de sang. Semeur, paysan qui sème le grain dans les champs. Sucreur, ouvrier chargé de diluer du sucre dans les vins pour les adoucir. Voilà, le teaseur, ouvrier chargé de faire chauffer le four d'une verrerie. Le trafiquant, non donné aux marchands ambulants et aux colporteurs quand on les jugeait malhonnêtes. L'usinier, homme qui exploite une usine, la possède, la dirige. Usinage, action d'usiner, soumettre une pièce ébauchée à l'action d'une machine outil. Vengeur, ouvrier qui pétrit la terre avec ses mains dans une briqueterie avant de mouler les cubes pour la cuisson dans les fours. Voilà, et ainsi de suite. Hein. Vernisseur, artisan qui concocte des vernis ou qui les emploie. Vernis, solution qui résiste, dont on couvre la surface d'un objet pour le rendre lisse et le brillant ou pour les préserver de l'action de l'air ou de l'humidité. Donc vous voyez que ici, les métiers oubliés de la ville à la campagne, d'Albin Novarino, de chez Omnibus. De chez Omnibus,
vous voyez que les métiers d'antan étaient, je veux dire, il y avait d'innombrables métiers, et d'innombrables métiers ont été oubliés, ont été perdus. Et bon, voilà, l'art s'est perdu quelque part. On pense que l'ancien temps, ben, vous voyez, si on voit une personne qui transporte de l'eau, il y avait des gens qui transportaient de l'eau pour le distribuer à des gens. Hein, il y avait des gens dans la rue, bon, enfin, il y avait des gens qui avaient besoin d'eau, il allait chercher l'eau et voilà, et il le servait, c'était un métier. C'était un métier comme un autre, transporter de l'eau pour le ramener, voilà, à certaines personnes. Donc vous voyez que les métiers oubliés, bon, c'est beaucoup des métiers d'artisans, ils utilisaient des outils d'artisanat. Donc il y a d'innombrables métiers, c'est tout un livre, hein, Albin Novarino, métiers oubliés de la ville à la campagne. Vous voyez que, bon, je veux dire, on pense qu'on est dans une époque moderne avec l'ère de l'informatique, oui, mais de nombreux métiers ont été oubliés et se sont perdus. Mais beaucoup de choses se sont perdues. Donc on a perdu beaucoup de choses, mais de nouvelles choses se sont renouvelées. Hein. Beaucoup de choses ont été perdues, beaucoup de choses ont été renouvelées. Mais renouvelées dans quel sens? En mieux, en pire, ça reste une question philosophique. Hein. Alors bon, je ne vais pas discuter sur ça. Hein. À chaque époque, à chaque, à chaque époque voilà, sa façon de vivre. Hein. On ne va pas discuter de la façon de vivre des hommes préhistoriques et on ne va pas discuter de la façon de vivre des gens au Moyen-Âge, dans l'Antiquité. Bon, ces gens-là s'estimaient heureux à ce moment-là. Pourquoi pas? Ben, c'était l'époque. Bon, ils ne connaissaient pas d'autres époques, donc on aurait pu leur poser la question dans quelle époque ils auraient voulu vivre si, bon, ils avaient possibilité de voyager dans le futur. Mais bon, c'est une question qui est impossible à faire parce que je veux dire, déjà on ne sait pas descendre dans le passé, mais on ne sait pas remonter dans le futur. Donc, voilà, le futur lointain, on ne sait pas le remonter. Et même voilà, on ne sait pas le remonter, le futur. Et donc le passé, on ne sait pas le remonter. Si ce n'est que bon, si on a vécu du passé, on sait le revivre dans sa mémoire. Mais le passé, on ne sait plus revivre au niveau de la scène, je veux dire, la scène 3D. Une scène 3D, si vous l'avez vécue, elle est mémorisée dans votre esprit. Vous savez qu'on la vive au niveau de votre esprit, mais elle reste imbriquée dans votre mémoire, mais sans plus pouvoir y aller réellement. Donc il reste des résidus, je veux dire, de virtuel, des résidus virtuels dans la mémoire, mais en réalité, elle n'existe plus. Donc on ne sait pas descendre dans le passé, on ne sait pas remonter dans le futur, donc on ne sait pas interroger les gens du passé pour leur demander quelle époque serait mieux par comparaison. Est-ce que c'était les époques du passé par rapport à maintenant, ou est-ce qu'on peut interroger les personnes de maintenant pour se dire est-ce que c'était mieux de vivre dans le temps alors qu'ils n'ont jamais vécu à l'époque préhistorique, ils ne savent pas dire comment c'était. Bon, peut-être que c'était mieux que maintenant, je n'en sais pas plus. Hein. Moi, j'en sais pas plus, justement, c'est une question. Maintenant, il y avait des maladies à ce moment-là, mais c'est pas la seule chose qui faisait que, bon, la vie était ce qu'elle était avant, ils étaient adaptés à une certaine vie, elle était fonctionnelle à cette époque-là. D'une époque à l'autre, c'est complètement différent. Une n'est pas adaptable dans l'autre, c'est pas les mêmes époques. Bien que maintenant, certaines personnes mouraient de certaines maladies avant, alors que maintenant, ces maladies-là, on sait. Voilà. Au niveau de la santé, on a évolué. Voilà. On a évolué, mais malgré tout, on meurt quand même d'un problème de santé. Hein. Ça veut rien dire. Dans l'âge, on vit plus longtemps, mais est-ce qu'on vit plus heureux plus longtemps? C'est parce que certaines personnes sont jetées je dis comme ça, purement et simplement, jetées dans des homes. Ils sont oubliés de leur famille, comme les métiers oubliés, ils sont oubliés de leur famille. On les oublie, et je veux dire, ces personnes âgées, je m'excuse de l'expression, ces personnes âgées, mais je veux dire, on les a oubliées. On les a oubliées, leur famille les a oubliées. Elles sont jetées dans des homes, on ne s'occupe plus de ces personnes-là. Et on se rappelle tout simplement de eux uniquement le jour de leur anniversaire ou le jour où bon, il y a un héritage à prendre. D'office, on voit tout le monde apparaître. Quand il y a un héritage à prendre, le jour de la mort de la personne, tout le monde est là. Maintenant, quand elle n'a pas de dette, parce que quand la personne a des dettes, il n'y a plus personne. Voilà. Bon, enfin, ceci étant dit, les personnes de maintenant, est-ce que c'est mieux de vivre le plus longtemps possible, sachant que bon, la qualité de vie n'est pas forcément
celle souhaitée quand on prend de l'âge. Hein. On a mal partout. Bon, faut-il vivre le plus longtemps possible? Et ça reste un sujet de débat philosophique. Faut-il vivre le plus longtemps possible, sachant que plus on vit, plus, je veux dire, plus on a des bobos. Hein, on vit une souffrance de plus en plus terrible avec l'âge, puisque les maladies viennent, les organes tombent les uns après les autres, on ne sait plus marcher, on ne sait plus, voilà, on n'est plus autonome et on est dépendant, parce que si vous êtes si une personne est dans un homme, c'est qu'elle c'est qu'elle est dépendante, elle est plus indépendante, elle est dépendante. Voilà, elle ne sait plus peut-être marcher, bon, elle ne sait plus se nourrir, elle sait plus, voilà, elle a besoin de prise de médicaments, donc elle vient, il y a une qualité de vie qui régresse. Et donc maintenant, quel est l'intérêt de vivre, je veux dire, très longtemps si maintenant la qualité n'y est pas. Si la qualité n'y est pas. Mais maintenant, la seule, je veux dire, le grand point positif, c'est qu'au moins ils auront vécu longtemps et ils auront vécu et ils auront vu beaucoup de choses. Ils auront vu beaucoup plus de choses que ceux qui n'ont vécu que jusqu'à 60 ans, 60 ans ou 50 ans au Moyen Âge ou dans l'Antiquité, qui ne vivaient pas très vieux, mais bon, puisqu'il y avait toutes les maladies et on ne savait pas guérir toutes les maladies, bon, ils mouraient vite et en plus de ça, il y avait beaucoup de guerres. Et ces guerres-là, bon, les guerres du Moyen Âge, les guerres voilà, des époques passées, bon, je veux dire, font en sorte qu'on avait le taux de mortalité était important. Parce que quand il y avait des guerres, bon, on ramenait des troupes de 200 000 personnes, on réquisitionnait les gens, et on les faisait combattre dans des champs. Je vous prie de me croire que le nombre de mortalité là-bas, c'était pas. Hein, il suffisait d'avoir un coup de baïonnette dans le ventre pour qu'on était mort. Hein, parce qu'il n'y avait pas les opérations comme on a maintenant. Et maintenant, un coup de baïonnette maintenant, on peut encore s'en sortir. Hein. On peut encore s'en sortir si on évite de transporter à l'hôpital et qu'on est pris en charge par des médecins. Coup de baïonnette, bon, ça dépend où ce qu'il est placé, mais bon, un coup de baïonnette d'avant, on allait directement vers la mort, et un coup de baïonnette de maintenant, on peut encore, avec certains coups de baïonnette, on peut s'en sortir. Je veux dire, il n'y a pas photo, maintenant, il y a plus de possibilités je veux dire, de s'en sortir pour certaines choses que d'autres. Hein. Voilà, donc là-bas, dans les champs, il recevait un coup de baïonnette, ben, il arrivait dans l'hospice, on priait pour que, je veux dire, on priait, on faisait une prière en pensant que, je veux dire, voilà, il allait s'en sortir. Mais bon, il était vite rattrapé par la réalité des choses. Quand on a un coup de baïonnette, qu'on perd du sang, ben, je veux dire, on finit par mourir. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Ben, on ne sait pas dire si les époques d'avant et de maintenant étaient meilleures. D'office. Hein. On ne sait pas dire si les époques d'avant et de maintenant étaient meilleures. Voilà, et personne ne peut pas aller par comparaison et dire bon ouais maintenant c'est mieux qu'avant parce que si parce que qui dit qu'avant ils n'étaient pas plus heureux que maintenant et ça personne n'en sait strictement rien parce qu'il aurait fallu vivre ces époques-là. Bon, mais ces époques-là fatalement il y avait des maladies comme je le dis, je ne vais pas reparler de ça, mais il y avait des maladies, c'était un peu plus, mais rien ne dit que c'était plus difficile. Avant il y avait des ententes entre personnes que maintenant on a tout ce qu'il faut, mais il y a l'égoïsme. Donc maintenant beaucoup de gens meurent chez elles, je veux dire, en sachant qu'elle est morte depuis 15 jours, que parfois elle est mangée par les chiens, parce que je veux dire, il n'y a personne qui est venu la voir. Donc bon, ça ne se passait pas comme ça. Bon, on voit le sourire du bonhomme ici. Hein. Le type ici, il transporte voilà, avec la lourdeur de travail qu'il fait, il sourit. Bon, maintenant, s'il sourit, ben, c'est bien. Peut-être qu'il est pris en photo, il sourit. Ben, on voit un vrai sourire qui est réaliste. Hein. Pas un sourire caché. Voilà, donc il est content. Il était content, vous voyez, l'habillement, il était bien habillé, il retroussait ses manches, il était au boulot, voilà, elle était content, il travaillait, il avait une certaine forme de vie, bon, il allait chez les gens, il allait voir les gens, il côtoyait des gens. Voilà, maintenant, ici, avec l'ère de 2020, 2020, bon, ici déjà, 2020, c'est plus comme ça. Dans le monde entier, c'est un égoïsme pur qui plane voilà, sur Terre. C'est un égoïsme pur. Hein. Bon, c'est chacun pour sa pomme, comme on dit. Et je veux dire, les gens ne sont pas forcément heureux pour ça. Hein. C'est pas parce que les personnes sont égoïstes qu'ils sont heureux. Loin de là. Et je veux dire, si maintenant on a 1 million d'égoïstes, ben, on a 1 million de personnes qui ne sont pas forcément heureux. Voilà, donc, par contre, là c'était super. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faisait, le gars? Il avait donné à boire à ses chèvres. Il avait peut-être des moutons, des poules ou des lapins, je sais pas quoi. Ça sentait bon, ça sentait, j'imagine, hein, je peux m'évader, mais imaginer comment c'était à cette époque-là. Bon. Ils avaient des poulaillers, ils avaient des granges, ça sentait la paille, ça sentait
Le lapin, ça sentait les animaux, je veux dire, domestiques, ça sentait naturel. C'était pas des élevages, je veux dire, de grands élevages de 10 000 poulets. Sachez que la Hollande, elle a 50 millions de poulets. 50 millions de poulets, la Hollande. Et c'est plus que la population de la Hollande. Combien de fois la population de la Hollande, je ne la connais pas. Il faudrait que j'aille voir sur Internet, mais voilà, s'ils sont 10 millions ou 12 millions, je ne sais pas combien ils sont, 15 millions, je voudrais bien aller voir sur Internet. Et vous dire ça, mais les poulets, c'est je sais pas combien de fois. Je peux aller voir ça sur Internet, la population de la Hollande. Je vais vous le dire tout de suite. Population. Mais il y en a qui n'aiment pas d'utiliser le mot Hollande, hein, parce que la Hollande, c'est une province des Pays-Bas, ils disent Pays-Bas. Mais bon, pour moi, j'appelle ça Hollande parce que bon, tout le monde, on a toujours dit Hollande. Voilà, c'est pas maintenant que je vais changer le mot Hollande, alors que ça constitue, je veux dire, une petite contrée de la Hollande, enfin des Pays-Bas, la Hollande. Bon, Pays-Bas, Royaume des Pays-Bas, voilà, pays de l'Europe de l'Ouest, frontalier bien sûr avec la Belgique et l'Allemagne, bien sûr. Et alors, peut-on dire que la Hollande est voisine de la France? Ben oui, si on regarde les îles, parce que à un moment donné, la France a des îles et la Hollande a des îles. Mais si on prend par exemple Saint-Martin les Caraïbes, ben la Hollande est voisine de, enfin les Pays-Bas est voisine de la France sur l'île de Saint-Martin, si vous voulez, aux Caraïbes. Voilà. Monarchie constitutionnelle, voilà. Voilà, j'ai trouvé, c'est 17 millions d'habitants. En 2019, hein. Ouais, ça, je ne le savais pas. J'ai toujours dit 15 millions, mais en fait, ils sont 2 millions en plus. Et ils ont vite monté, hein. C'est normal parce qu'ils ont un certain niveau de vie. Et le niveau de vie là-bas, comme ils sont contents de vivre en Hollande, hein, dans les Pays-Bas, ben, ils prolifèrent bon, avec un certain rythme. Ben, la Belgique est bon, de 11 millions d'habitants. Donc apparemment, en 2019, ils sont montés à 17 millions. 17 millions d'habitants. Donc maintenant, alors c'est un gouvernement exécutif, législatif et judiciaire. Ils ont des institutions gouvernementales, capitale Amsterdam, les institutions gouvernementales euh, sont de l'ordre de l'exécutif, législatif et judiciaire. Enfin bref, ça c'est pour. Ils ont des territoires aussi qui sont autonomes comme Aruba, Curaçao, Saint-Martin et les territoires européens. Maintenant, il faut voir s'ils n'ont pas compté les 17 millions dans les petits territoires que je vous ai dit, hein, dans les petites îles qu'ils ont. Enfin bref. Bon, 17 millions d'habitants, ils ont 50 millions de poulets. Faisons la différence. Hein. 50 divisé par 17, on a 2,94. 2,94. 2,9. 2,9. 94. Et ça veut dire qu'il y a plus de 2,94 fois plus de poulets que d'habitants en Hollande. Voilà, donc c'est l'élevage industriel. Donc on comprend qu'avec toutes les maladies qui peuvent intervenir, on comprend le problème des œufs au fipronil. Hein. On peut comprendre ça. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que bon, là, ils n'avaient pas des élevages industriels. Bon, c'était des petits élevages. Ça sentait bon, hein, ils étaient contents de vivre. Bon, ils allaient à la grange, ils allaient à la ferme, ils allaient chercher les œufs à la ferme, le beurre à la ferme. Ben, bon, ils faisaient des petits voyages. Alors que maintenant, quand on n'a rien à faire, on reste à la maison sur Internet. Quand on est devant un PC, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est plus le même monde, hein. Le monde là, ben, ils étaient contents. Voilà, ils allaient promener les animaux, le chien, le chat. Enfin, je sais pas quoi, comment ça se passait, mais ils étaient contents. C'était à une autre époque. Maintenant, quand ils tombaient en malade, ben, c'était un problème. Ça, c'était un problème, fatalement. Mais ils tombaient pas forcément plus vite malades avant que maintenant. Quoi qu'il y ait eu des épidémies, bon, les épidémies, bon, c'est une épidémie. Hein. Quand il y a une épidémie qui tombe, bon, la population, elle en prend un coup. Hein. Bon, maintenant, combien? C'est surtout le nombre. Hein. Maintenant, à l'époque moderne, il y a une épidémie qui tombe, une épidémie de grippe, l'épidémie de grippe va tuer. Hein. Chaque année, elle tue la grippe. Hein. Et on compte sur 10 ans, elle a tué autant de millions. Hein. Dans le monde, elle a tué autant de millions. Avant, elle tuait un peu plus, je veux dire, parce qu'ils avaient moins de faculté de s'adapter, je veux dire, à ces virus. Mais malgré tout, ils ne tombaient pas toujours malades. C'était quand même des gens costauds qui sortaient beaucoup. Ils étaient
en fort contact avec la nature. Je veux dire, ils avaient un écosystème qui n'est pas celui de maintenant. Maintenant, l'écosystème de maintenant, les gens sont voiture chez eux, travail, voiture chez eux. Avant, ils respiraient la pleine nature, donc je veux dire, ça n'a rien à voir. L'être humain d'avant, j'imagine encore plus l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, peu importe. Enfin, il y en a qui n'a pas su s'adapter. Bien sûr, il n'a pas su s'adapter. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Peut-être qu'il a attrapé un virus et ils ont tous disparu. Enfin, j'en sais pas plus. Voilà. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avant, l'homme de Cro-Magnon, costaud, hein, très costaud, petite taille, costaud, valait pas recevoir un coup de poing d'un homme de Cro-Magnon parce que vous faisiez 3 mètres. Avec un coup de poing d'homme de Cro-Magnon, ou alors si vous déforez, je veux dire, le cou, je n'avais plus de cou. Hein. Pourquoi? Parce que c'était voilà, des costauds. Ils étaient en contact avec la nature, c'était des gens de la nature. Donc on peut imaginer que la force qu'ils avaient, ben, je veux dire, ils avaient un système immunitaire costaud. Hein. Un système immunitaire costaud et qui fait que bon, ils avaient le droit de. Hein, ils mangeaient de la viande crue, ils vont manger. Bon, et maintenant, les manger de la viande crue, vous allez retrouver avec des vers. Hein. Des vers soit dans le ventre ou soit des vers qui vont sortir de. Voilà, qui vont sortir, voilà, ça dépend. Mais en plus de ça, vous allez attraper des bactéries. Si la viande est fortement contaminée, ben, vous allez attraper, choper des maladies qui vont vous ramener à l'hôpital. Alors qu'avant, ils vous bouffaient de la viande crue. Bon, ils n'avaient pas tout ça. Hein. Enfin, ils avaient tout ça, mais je veux dire, ils avaient une résistance. Ils étaient résistants à l'environnement parce que c'est un problème d'écosystème. Si maintenant ils étaient habitués, adaptés au milieu, et que maintenant ce milieu-là, il n'est plus le même. Hein, les élevages se font de manière intensive, que ce soit de l'agriculture ou l'élevage de bestiaux se font de manière intensive. Les gens sont de plus en plus renfermés sur eux-mêmes. Bon, ils font boulot chez eux, je veux dire, voiture, boulot chez eux. Bon, ils ne sortent pas comme ce bonhomme-là sort à pied, il fait 20 km à pied pour aller chercher de l'eau, il revient avec l'eau, avec, voilà, il va côtoyer tout ce qui est toute forme de parasite quand il va aller à la rivière. Ben, je veux dire, bon, c'est plus le même milieu, hein. L'écosystème n'est plus le même. Voilà, et donc là, c'était vraiment. Et je l'ai pris comme exemple, l'homme de Cro-Magnon, c'est encore pire, là. C'est pire parce que l'homme de Cro-Magnon, il retournait pas à l'habitation pour dormir chez lui. Hein. L'homme de Cro-Magnon, bon, il trouvait un habitat en fonction de ses désidératas de marche qu'il faisait pendant la journée pour aller chercher sa proie. En fonction de ça, c'était des nomades, hein. Des nomades constamment en train de bouger, donc fatalement constamment en contact avec l'environnement extérieur, et donc très costaud, très costaud. Alors que maintenant on est moins costaud. Hein. Je veux dire, un petit bobo se retrouve à l'hôpital en train de pleurer, voilà. Donc le monde il a changé. Le monde il a changé, donc fatalement on ne peut pas dire qu'avant c'était meilleur que maintenant, et donc on ne peut pas dire que avant ils étaient, je m'excuse de l'expression, ils étaient cons avant, et maintenant on a l'informatique, on est plus intelligent qu'eux, et avant ils étaient plus cons que nous. Ouais, loin de là. Loin de là. Maintenant, c'est vrai qu'on mourrait de certaines maladies. Ça. Bon, maintenant, quelle est l'époque où on aurait pu vivre? Est-ce que c'est 2020 est meilleur voilà, les années 1800? J'en sais pas plus. Hein. Chaque époque, on s'est trouvé, je veux dire, une qualité de vie ou je veux dire, je veux dire une présence une présence d'humanité, de, on va dire, de forme heureuse de vie. Hein, pourquoi pas? Dans chaque époque, hein. Même en pleine guerre, même si c'est la guerre, on peut trouver malgré tout dans des zones d'ouverture où on peut. Certains ont été heureux pendant la guerre, je ne sais pas pour quelle raison, mais certains ont été heureux. Hein. Ils n'ont pas tous été tristes. Voilà, ils n'ont pas subi tous les aléas de la guerre. Hein. D'autres ont vécu les aléas de la guerre, je veux dire, de manière sans trop de dommages collatéraux. Maintenant, ceux qui ont subi les dommages collatéraux de la guerre, bon, ils sont morts, hein, ils ne peuvent plus en parler. Ceux qui ont été, il y en a qui ont subi des conséquences, c'est vrai. Ils ne voudraient plus revoir cette époque. Voilà, mais sachez qu'il y a des personnes qui ont vécu des époques difficiles et qui finissent par mourir par une bête maladie où un virus vient les frapper. Alors qu'ils ont vécu toutes les grandes guerres, 14, 18, 40, 45, et ils finissent par attraper, je veux dire, un virus et ils meurent d'un bête virus qui va mourir alors qu'il a vécu des époques difficiles. Des grandes époques difficiles, il les a vécues avec la plus grande ardeur. Et ici, il se trouve avec un petit virus à partir parce que, voilà, et partir de manière, je veux dire, en voyant les étoiles, parce qu'avec un virus qui va lui faire voir les étoiles. Enfin bref, tout ça pour vous dire quoi, que bon, les métiers oubliés, bon, ils n'étaient pas aussi cons que ça avant. J'ai jamais
Il ne faut pas prétendre aux époques passées et de se dire que les époques passées étaient les plus connes de toutes, alors que maintenant on est plus intelligent. Loin de là. Moi, je vous prie de me croire qu'ils étaient beaucoup plus intelligents dans beaucoup de choses, et je vous prie de me croire que si je vous montre certaines choses, vous allez tomber dans les pommes. Hein. Vous allez tomber dans les pommes. Hein. Tout ce qu'ils faisaient, c'est incroyable. Hein. C'est le truc de saut. Enfin bref. Donc ici, l'art se perd. Donc ça, je vais l'enlever, l'art se perd. Et je veux dire, on se retrouve avec des lits qui ne sont plus les lits d'antan. Ouais, bon, hein, on se retrouve avec des lits. Maintenant, pour faire un lit ou une chaise spécifique, ben, il faut faire du sur-mesure et demander, mais ça va coûter très cher pour faire du sur-mesure et d'adapter, je veux dire, ce que l'on veut. À ce moment, il faut aller chez un menuisier. Mais alors, à ce moment, il va vous demander le prix, hein, parce qu'il devra aller courir à droite à gauche pour aller chercher la marchandise nécessaire. Et c'est pas dit qu'il saura le faire, malgré qu'il est menuisier, parce que, hein, je veux dire, tout, tout n'est, il n'est pas capable de faire tout et n'importe quoi, tout ce qu'on lui demande. À un moment donné, il va être limité aussi. Hein. Déjà limité pour la recherche de matériaux à mettre, et de deux, peut-être même sur les formes qu'il faudra établir, parce que lui, peut-être il a des machines qui font des formes adaptées, qui sont routinières. Dès le moment où vous ressortez de la routine, il faut aller peut-être chercher des machines spécifiques qu'il n'achètera pas pour le compte de celui qui demande le sur-mesure. Voilà. Parce que pour faire du sur-mesure, il faut des machines adaptées aussi. Voilà, réparation de chaises en tout genre. Monsieur c'est M Denain, Denain, nord de la France, je crois. 0033 634 01 50 77, qui sont des chaises on va dire, des temps anciens. Pour ne pas dire pour certains des meubles artistiques. Artistiques qui peuvent être vendus aux enchères. Voilà, je vous remercie.